Pour moi, les monteurs vidéo qui n'utilisent pas l'IA seront remplacés et ceux qui sauront comment l'utiliser deviendront les maîtres du jeu, tout simplement. Franchement, j'ai tellement de profils différents. J'ai des gars qui font des documentaires. Le melon, comme ça. Mais vraiment. Tu dirais que c'était quoi ta meilleure presta? Combien ça t'a permis de faire, plus ou moins? Je me fais accoster par un ancien prisonnier dans la gare de Nîmes. Là, je me suis dit, putain, ouais, c'est vraiment pas le même délire. Demain, s'il y a un mec qui vrille complet, qui commence, je sais pas moi, à percer les pneus des gens dans la rue. Non, mais c'est le truc classique en France, tu vois. C'est vraiment les abonnés dans les commentaires qui me disaient, mec, c'est quand que tu fais ta formation? Et en fait, même en faisant une ou deux nuits blanches, tu n'arriveras pas à le finir. Et là, j'arrive, je vois une Corvette, je vois une Lamborghini, une RS6. Moi, j'y connais rien en voiture en plus. Ouais, bah, moi, c'est une formation pour devenir un alpha, du coup. Ah, ok, et très bien. Et je me suis dit du jour au lendemain, allez, vas-y, on y va. On va faire une colocation. Quand j'avais 10 ans, je faisais déjà des vidéos. Donc, je faisais des tutoriels pour le motion design. Je pense que il est excellent pour générer des illustrations. T'es déjà en train de discuter avec la femme de Black M. Ouais, ça te dit de faire un événement Wim Hof. Je commence à bosser avec un troisième client, Dali du Tilleul. Et il faut que tu arrives à avoir le même niveau qu'Iman Ghazi, alors que ça faisait que 3 mois, tu vois. Alors, la question, ma mère, elle me l'a posée hier. Ah ouais. Enfin, franchement, beaucoup d'avantages, ouais. Non, tu peux rouler à 200. Bip, on bip pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marc. Il va vous expliquer un petit peu son parcours. Vous allez voir son jeune âge et il est déjà en Andorre. Bref, j'en dis pas plus. Marc, comment tu vas ? Bah écoute, super, Hervé. Ouais, bon bah parfait. Et donc, bon bah question très simple. Marc, qui es-tu en une phrase, deux phrases? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es? Ouais, bah, question très simple mais très dure aussi parce qu'en une phrase c'est compliqué. Mais je m'appelle Marc Exfusion, j'ai 20 ans, je suis monteur vidéo, passionné par le monde de l'audiovisuel. Et puis ça fait 1 an que je suis en Andorre et que j'ai rencontré cet individu qui est incroyable. Merci. Hervé. Ok, j'étais pas sûr que tu parlais de moi. J'attendais, j'ai dit merci avant, mais bon. Bon bah très bien. Et on peut parler rapidement de notre rencontre. Donc il y avait un ami qui me propose de venir faire un petit tour de voiture. Je viens avec ma voiture et là je te retrouve. D'ailleurs t'étais pas tout seul, t'étais en compagnie de... J'étais avec Axel. Voilà. Ah oui exactement, c'était Axel. Donc, Axel c'est mon colocataire aujourd'hui. Ok. Ça fait 1 an qu'on est ensemble dans le même appartement. Dans l'appartement. Et donc, Axel qui est aussi monteur, c'est ça de base. Enfin, il était dans ce domaine-là. Ouais, bah à la base, lui, il était monteur. Et puis, au fur et à mesure, lui, il a décalé vers un autre métier qui est le closing, quoi. Ok, ouais. Très bien. Et donc, vous êtes toujours ensemble... Dans l'appartement. Dans l'appartement, ouais. Et donc, je disais, on m'invite à faire un tour de voiture, les copains ramènent leur voiture, et là, je te rencontre donc avec Axel sur ce parking, et toi, tu venais d'arriver en Andorre, et c'est quoi, 2 heures après, t'étais en train de faire des tours dans une supercar, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'était la première fois que j'arrivais à Andorre. J'avais jamais visité, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et puis, on me dit, vas-y, on va faire rencontrer des copains, on va sur un parking et on va faire un convoi. Et moi, quand on parle de convoi, je comprends pas trop. Je me suis dit, convoi de quoi? GIGN, enfin, c'est quoi? Bien sûr. Et là, j'arrive, je vois une Corvette, je vois une Lamborghini, une RS6. Moi, j'y connais rien en voiture en plus. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais c'est vrai que quand tu les vois, je te dis, ah, c'est cool quand même. Et puis, bah, toi, t'es arrivé, t'étais avec, je crois, avec ta femme. Et bah voilà, on s'est rencontrés. Première fois qu'on se voyait sur un parking. Et puis, je crois que quand on a commencé le convoi, je suis monté dans ta voiture en premier, il me semble. Ouais, je me souviens, on avait fait un tour, je revois la rue où on était passé, puis justement, bah, je te posais des questions un petit peu, je te disais, bah, t'es qui, machin. Forcément, quand t'es présenté par quelqu'un qu'on connaît déjà, bah, direct, la confiance, elle est là. Et c'est ça que j'aime bien avec l'Andorre, on va peut-être en parler un peu, mais c'est ce côté un petit peu, on est tous proches les uns des autres, et je sais pas comment dire, ça fait un peu comme une cour de récré. Tu vois, tu fréquentes pas tout le monde en même temps, parce que tu pourrais pas, mais mine de rien, on entend toujours parler d'un tel, machin, on sait un peu ce que devient un tel, et au final, bah, c'est plutôt cool, moi, je trouve, parce que ça permet d'être proche de tout le monde. Tous ces gens-là, mine de rien, s'ils sont en Andorre, bah, c'est qu'ils font quand même normalement quelque chose d'intéressant, parce que pour venir s'expatrier, il faut quand même avoir une bonne raison. D'ailleurs, toi, il faut de l'argent. Voilà. Fin du podcast. Non, mais d'ailleurs, c'est intéressant. Toi, bah, déjà, je redis, hein, t'arrives, je te rends compte, t'as 19 ans à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment vers l'Andorre? Comment t'en as entendu parler? Comment t'as découvert ça? Parce que toi, au moment où tu viens, tu as déjà aussi, du coup, ton accompagnement, c'est ça, qui commence à marcher, quoi. Ouais. Okay. Alors, donc, pour recontextualiser, là, j'ai 20 ans. Donc, il y a 2 ans, j'avais 18 ans et je commençais à travailler. Ouais, je fais des calculs en mathématiques. Je suis assez bon, quoi. Et donc, quand j'avais 18 ans, je travaillais dans un trampoline park qui s'appelle Nikito. J'étais en CDI. Et en fait, au même moment, je faisais des études à la Sorbonne. Et au même moment, je commençais à devenir monteur vidéo. D'accord. Et en fait...
au bout de 3-4 mois à bosser avec des clients, j'ai un de mes premiers clients qui me dit « Écoute Marc, il faut que tu crées ta formation ». Je lui dis « Ok, c'est cool, vas-y, je vais faire ça ». Ça m'a pris à peu près 7-8 mois à la créer, parce que quand tu as les études et un CDI en même temps, ça prend du temps, plus tes clients. Je me doute bien, carrément. Donc j'ai pris pas mal de temps, et en fait, au moment où j'ai lancé la formation, je savais pertinemment que ça allait bien marcher. Je savais que ça allait cartonner et que... voilà, j'allais... Je trouve ça ambitieux parce que du coup, c'est ton premier vrai projet en tant qu'entrepreneur, on va dire. Parce qu'avant, tu étais un peu freelance, tu faisais du montage comme ça, tu avais aussi une expérience dans le CDI, mais là, tu te dis, je fais un projet, ok, je le fais bien, je prends du temps pour le faire, ça c'est important aussi, mais tu es quasiment sûr, tu me dis que ça va marcher. Parce qu'à ce moment-là, tu as déjà peut-être identifié des potentiels concurrents qui font ça. Enfin, j'aime pas trop le terme de concurrent, mais des acteurs qui sont déjà présents, qui proposent ça, mais en moins bien, c'est ça ? Bah, je savais que dans ma catégorie, j'étais quand même assez bon. Et je savais que parmi ma source d'abonnés qui était sur Instagram principalement, il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Ah oui, il y avait déjà une demande, tu t'es dit je vais amener une offre, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, les gens me disaient que ouais, Marc, il faut que tu crées ta formation. C'est même pas moi, en fait. C'est vraiment les abonnés dans les commentaires qui me disaient mec, c'est quand tu fais ta formation. C'est ça, c'est exactement ça. Quand je l'ai sorti, c'était en mai 2024. Et en fait, après un mois, j'ai commencé à faire mes premiers revenus grâce à la formation. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je me casse très rapidement d'ici. Ah ouais, t'as speedrun le truc à fond. Parce que tu sais, t'as des gens, ils ont des business depuis 10 ans. Ils envisagent de partir ailleurs, etc. Mais... non, moi, je me suis dit directement, si je lance un business et que ça fonctionne, parce qu'en une semaine, on avait fait quand même des très jolis chiffres. Et je me suis dit, je peux pas laisser tout cet argent dormir chez la France, il faut que je fasse quelque chose parce que je suis pas prêt à donner 50% de mon travail alors que j'en ai chié. Et du coup, j'ai découvert un mec qui s'appelle Valek. Et en gros, ce gars, j'allais te demander comment tu as découvert Landor. Bah, du coup, j'ai découvert Landor grâce à Valek. Donc, il fait des vidéos sur YouTube. Il avait fait une vidéo sur à quel point Landor c'est bien. Et un jour, je me suis dit, bah, vas-y, ça peut être cool. Et en réalité, tout seul, j'y serais pas allé, mais en fait, j'étais dans le groupe Discord de Valek, et il y avait un gars qui est donc le Axel, hein, mon colocataire, et donc on s'est dit que pourquoi pas s'expatrier ensemble, et c'est pour ça qu'un an auparavant, bah, en fait, on s'est contacté, on s'est dit, vas-y, viens, on fait l'expatriation tous les deux, et ce qui est assez marrant, c'est que Axel et moi, on se connaissait pas du tout dans la vraie vie, on s'est jamais parlé, on s'est jamais rencontrés, et je me suis dit du jour au lendemain, allez, vas-y, on y va, on va faire une colocation. La première fois que je le rencontre, je suis dans une ville... c'est sa ville, c'est Nîmes. Et le mec, je le vois, salut, je me fais accoster par un ancien prisonnier dans la gare de Nîmes. Là, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas le même délire. Et du coup, un jour après, on arrive à Andorre, on se fait inviter donc, par Valek pour rencontrer toute la troupe. Donc, il y avait toi, il y avait plein d'autres gars. Et c'est comme ça quoi, qu'on s'est rencontrés. Ok, super. Ouais, c'est vraiment bien ce que tu as fait de partir à deux, parce que y a pas mal de personnes, elles n'ont pas la possibilité, tu vois, de partir à deux, ou alors ça va être avec leur compagne ou autre. Mais des fois, si l'autre a un CDI ou n'est pas dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de faire migrer comme ça. Donc des fois, il y en a, ils partent tout seuls, et puis après, il y a le regroupement familial. Mais comme ça, comme tu l'as fait, c'est vraiment bien, je pense, à deux. En plus, vous divisez le loyer, vous divisez plein de choses au final, quoi. Donc non, franchement, très, très bon plan. Tout de suite, tu envisages de prendre un logement à part, ou vous prévoyez de poursuivre la coloc? On y a déjà réfléchi. Moi, je pense qu'on va rester encore 1 an sur le même loyer. Et ensuite, au vu de ce qui va se passer là prochainement, j'en dirai pas plus, mais je pense qu'on va changer d'appartement séparément. D'accord. Ok. Bon, c'est très bien. Tu sais, ça fait un peu comme une pépinière au début, tu sais, pour lancer les startups. Du coup, vous êtes ensemble, vous démarrez le truc. Ça permet de tester en limitant, j'ai envie de dire, la casse, parce que mine de rien, ça peut aussi ne pas fonctionner parfois. Mais écoute, c'est super. Franchement, pour moi, je trouve que c'est une bonne stratégie. À la base, je voulais rester chez mes parents parce que je trouve que rester chez les parents, c'est une bonne stratégie aussi, parce que tu payes pas de loyer, tu payes pas la nourriture, c'est ta famille, c'est tes parents. Mais comme tu dis, après, il y a l'imposition aussi. Sauf que quand tu lances un business et que ça marche très rapidement et très jeune, là, je me suis dit, bon, je vais pas perdre de temps, on y va, quoi, on part. C'est pas la peine... C'est vrai que c'est très jeune, parce que moi, quand je suis venu en Andorre, j'avais 24 ans, tu vois, et déjà, je trouvais ça un peu jeune. Je faisais partie un peu des jeunes qui s'expatriaient, mais là, avec les réseaux, avec les formations, avec tout ça, ça bouge tellement vite que maintenant, même moi, je vois, et t'en as peut-être sûrement toi aussi, des très jeunes qui suivent ton accompagnement ou qui voudraient le rejoindre. Toi, je sais pas comment tu traites, mais c'est vrai que nous, quand ils sont trop jeunes, on est obligé de refuser. Mais du coup, des personnes qui ont déjà 16 ans, des fois, qui génèrent des revenus, que ce soit sur YouTube, sur d'autres business même, mais c'est impressionnant parce que quand je repense à moi, à cette époque-là, il n'y avait pas les outils, en fait. C'est pas qu'on voulait pas, mais c'est qu'on n'avait pas les outils pour. Donc, là, tout bouge très, très vite et c'est intéressant et ça m'amène à parler justement un peu de l'IA. Donc, l'IA,
pareil, on est en plein boom vis-à-vis de ça. Tous les 15 jours, il y a une nouvelle énorme qui vient bouleverser un peu tout ce qu'on a vu avant. Je sais pas, là, en date, la dernière chose, mais dans 6 mois, ça sera complètement obsolète. Mais là, c'est un peu VO3 qui est sorti, qui crée des vidéos à de la demande, etc. Toi, étant donné que tu es dans le montage, et le montage plus, d'ailleurs, on avait fait un atelier, tu étais passé sur l'accompagnement que je propose, tu étais passé, tu nous avais montré vraiment After Effects, quelque chose d'assez poussé. Et c'est vrai que pour le coup, ça va bien plus loin que ce que moi, je propose dans l'accompagnement, parce que toi, c'est vraiment du montage plus. Mais du coup, voilà, ma question, c'est tout ça, comment ça évolue avec l'IA? Moi, dans mon business, ça change beaucoup de choses. Il y a du positif et du négatif. Et toi, de ton côté, est-ce que c'est plus du positif, plus du négatif? Est-ce que tu as intégré l'IA? Est-ce qu'au contraire, pas du tout? Intéressant de savoir. C'est très marrant parce que j'ai fait une vidéo YouTube littéralement il y a une semaine sur l'IA. Okay. Et en fait, le montage vidéo, il faut savoir que c'est tellement vaste et il y a tellement de branches que tu peux pas juste dire l'IA va remplacer les monteurs vidéo. Il y a le montage vidéo, il y a le motion design, il y a le fait de créer des illustrations, enfin il y a plein de choses. Ouais. Et pour moi, les monteurs vidéo qui n'utilisent pas l'IA seront remplacés et ceux qui sauront comment l'utiliser deviendront les maîtres du jeu, tout simplement. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne vision parce que tu vois, j'applique ça un peu aux graphistes ou autres. Je suis totalement d'accord, mais par contre, j'ai du mal à voir un peu comment tu l'utilises parce qu'aujourd'hui, quels outils font quoi? Ça aussi, on ne le sait pas forcément. Donc, juste à 2-3 exemples pour bien cerner. Déjà, il faut différencier le montage vidéo et le motion design. Donc, le montage vidéo, c'est vraiment le fait d'assembler des séquences pour raconter une histoire, créer un rythme, etc. Okay. Et puis, tu as le motion design où là, tu vas créer quelque chose à partir de rien. Tu vas créer des illustrations, des animations et ça, c'est pour illustrer en fait une vidéo. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Et en fait, c'est surtout utile dans le motion design parce que tu vas pouvoir créer des illustrations à partir de Midjourney, par exemple. Ok, donc, je vois. IA pour générer des images. Et en fait, les images que tu génères, il y a genre 10 ans, c'était impossible de faire ça. Ouais. Par exemple, tu devais payer un illustrateur qui va te prendre, je sais pas moi, des mois et des mois pour te dessiner un personnage que ensuite tu vas animer. Alors que là, en littéralement 10 secondes, tu as une image qui est générée avec un style graphique très défini. Tu vas pouvoir réutiliser sur tout le long d'une vidéo. Et ensuite, allez, en 5 minutes, tu as animé ton image avec After Effects, tu vois. Et ensuite, là, je sais qu'il y a la dernière version de Midjourney qui te donne la possibilité d'animer les images. Ouais, c'est produit de la vidéo directement. Ok, ouais, je vois totalement. Peut-être on aura un petit exemple que tu pourras m'envoyer, qu'on mettra au montage ou autre. Mais en effet, comme tu dis, tu génères une séquence. Après, par exemple, tu vas détourer le personnage, mais en un clic. Tu sors le personnage. Du coup, derrière, tu as un trou. Donc, tu reconstruis. Hop, tu génères voilà, pour remplir tout simplement. Et comment ça s'appelle je sais, sur Photoshop, tu as la fonction remplissage génératif. Voilà, parfait. Et ensuite, tu te retrouves donc avec ton personnage détouré, le fond généré, tout ça en un instant, des choses inédites qui n'ont jamais été vues, qui t'appartiennent, et après, tu n'as plus qu'à animer le personnage sur le fond, etc. Ok, donc ouais, pour le motion design, ça peut vraiment être pertinent, et pour des petites illustrations aussi. Donc toi, t'es team, je l'intègre, et ça va pas forcément remplacer tout le monde, parce qu'il faut savoir l'utiliser. Et aujourd'hui, dans ton accompagnement, tu as dû mettre à jour certaines choses, je suppose, parce que quand tu sors ça, du coup, tu me dis en 2023-2024, il n'y a pas encore toute l'IA, etc. Justement, moi, je l'ai lancé en 2024 et il y avait déjà l'IA, il y avait déjà ChatGPT. Ah ouais, donc best timing, quoi. Moi, je l'ai lancé au moment où il y avait vraiment l'essor du montage vidéo avec l'IA. D'accord. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'Iman Gadzhi. C'est lui qui a vraiment démocratisé le fait d'utiliser Midjourney, puis animer les images qui ont été générées par l'IA. Ok. Donc aujourd'hui, si tu devais juste, alors je ne te demande pas de leaker tout le contenu de ton accompagnement, mais 2-3 outils puissants si les gens sont curieux, veulent aller voir. Donc du Midjourney, ok, pour les images. Aujourd'hui, c'est le numéro 1, tu dirais, dans vos besoins? Alors, en fait, il y a plein de besoins différents. Il y a vraiment, pour le motion design, je pense que Midjourney, il est excellent pour générer des illustrations. Ensuite, Photoshop pour faire le détourage et faire le remplissage génératif. Ensuite, donc, tu amènes ça sur After Effects pour créer l'effet de parallaxe, tu crées de la profondeur avec la caméra. Donc ça, c'est le côté motion design. Et tu as aussi la partie montage vidéo. Tu vas utiliser, par exemple, il y a une IA qui s'appelle Firecut. Elle est directement installée sur le logiciel et il te fait les cuts automatiques de toute ta séquence, tu vois. T'as ce genre de choses. T'as aussi Submagic pour faire des sous-titres automatiques. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais ça, encore, moi, je considère que c'est pas du vrai montage, dans le sens où mettre des sous-titres, enfin, c'est pas du montage, c'est juste de l'habillage visuel. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc, en soi, c'est pas Submagic qui va remplacer les monteurs vidéo. Parce que si tu crois que faire des sous-titres sur Premiere Pro, c'est être monteur vidéo, c'est que
t'as rien compris, quoi. Mais c'est vrai. Oui, parce que ça reste du très très basique. En fait, ça fait partie du pack un petit peu. Mais ok, je vois. Donc c'est bien que des outils, au final, fassent ces tâches redondantes. C'est comme nous, là, le podcast. Maintenant, on utilise un outil, je crois c'est AutoCut, quelque chose comme ça. Et en fait, ça va quand je parle, la caméra est sur moi. Quand c'est Marc qui parle, la caméra est sur lui. Ça nous fait gagner un temps dingue. Après, dire que parce que tu sais mettre la vidéo là-dedans et appuyer sur lancer la découpe, ça, t'es monteur vidéo, non, tu vois, tu sais juste utiliser un outil. Donc, ok, c'est bien parce que moi, quand même, qui ai fait une école de design graphique, c'était quand même des études sur 3 ans et j'aurais pu pousser plus, tu vois. On nous apprenait aussi le montage vidéo, la retouche photo, tout ça. Et toi, au final, ton parcours, c'est quoi? C'est 100% autodidacte? T'as tout appris toi-même? Ouais, bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'avais 10 ans, je faisais déjà des vidéos. Donc, je faisais des tutoriels sur Photo Filtre 7. Ah ouais. Je jouais à Counter-Strike et je faisais des let's play sur Counter-Strike. Et je filmais ça. Et ensuite, je faisais des montages, mais très, très basiques. Ensuite, j'ai complètement arrêté jusqu'à 15 ans où là, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai testé tous les business. Et il y avait certains business qui demandaient à faire du montage. Et ensuite, j'ai arrêté jusqu'à avoir mes 17 ans. Et bon, là, je vais raconter encore une fois cette histoire qui est complètement farfelue, mais qui est vraie. Vas-y, on la connaît pas, je pense. En gros, j'étais dans un parc en train de courir avec un ami, et puis on croise un Tchétchène qui est sur un banc, et il fait un salto en arrière, et il tombe sur la tête. T'as une vidéo sur le sujet, non? Je crois que je l'ai vu, la vidéo, non? C'est pas où t'apprends justement à faire un salto? Alors, j'en ai une sur YouTube. Parce que moi, j'avais vu ça. Justement, je parle aussi de ce Tchétchène, mais c'est très rapide, quoi. Ok. Et ce qui se passe, c'est que le mec, je commence à discuter avec lui, et là, j'ai un éclair de génie, et je lui dis, écoute, mec, ce serait génial si toi tu fais des acrobaties et moi je te filme. Et moi j'avais mon petit Xiaomi 12 là, je filmais, je faisais des montages, j'apprenais sur YouTube un peu comme tout le monde, et au fur et à mesure je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi, en réalité ça peut faire gagner de l'argent le montage, donc essayons de trouver des clients, essayons de trouver des formations. Et j'avais pris justement une formation d'un gars, et c'était sur son Facebook que j'avais trouvé mon premier client. Et en fait, au fur et à mesure, j'apprenais que sur YouTube. Je crois que j'avais acheté au moins 1 ou 2 formations, mais les formations de montage, elles m'avaient jamais aidé. En réalité, c'était que YouTube qui m'avait aidé. Les tutos sur YouTube? Ouais, les tutos. Ouais, c'était full tuto. Et pour moi, le mieux pour apprendre le montage, c'est vraiment t'analyses ce qui se fait et t'essaies de recopier, quoi. C'est la meilleure méthode. Ok, très bien. Ouais, c'est marrant, tu vois, comme quoi des fois une rencontre et autres. Moi, c'est pareil, c'est ce que j'appelle un peu, tout le monde appelle ça de toute façon l'effet papillon. C'est vraiment ce jour-là, à ce moment-là, il s'est passé ça, qui pourrait être un truc complètement anodin. Et au final, mine de rien, ça a impacté tout ton parcours. Et aujourd'hui, ça fait que t'en es là. Ok, parfait. Et alors, une question, les gens aiment bien quand on parle d'argent, forcément. Donc toi, quand tu faisais du montage, par exemple, tu dirais que c'était quoi ta meilleure presta? Combien ça t'a permis de faire, plus ou moins, pour les gens qui nous regardent peut-être et qui se posent des questions sur le montage? On peut en vivre? Oui, beaucoup, moyen? Dis-nous tout. Alors déjà, la réponse, c'est oui, on peut en vivre, et encore heureux. Ensuite, au niveau des revenus, du coup, moi, ça s'est vraiment fait sur 3 mois, où j'ai atteint très rapidement les 2 000 € par mois. Donc c'était en avril 2023, j'ai mon premier client, donc c'était l'agence Split Production. D'accord. J'avais fait 500 € le premier mois, donc vraiment la toute première fois où je gagne vraiment de l'argent en freelance sur Internet. Ouais, super. Ensuite, le deuxième mois, je trouve un deuxième client, donc là ça me fait déjà 2 clients. J'avais fait 1 100 €. D'accord. Le troisième mois, je commence à bosser avec un troisième client, Dali du Tilleul. Donc, d'accord. Lui, c'est mon idole. S'il veut le podcast. Mais ouais, non, lui, en vrai, il a été vraiment un accélérateur, ça a été un incubateur. Des fois, tu as des rencontres comme ça te fait prendre vraiment, vitesse, lui, il m'a propulsé dans le monde du montage parce qu'en fait, il m'a donné tellement de motivation et surtout, il était très exigeant. Il m'a vraiment dit que voilà, il fallait que tu fasses ça, il faut que tu arrives à avoir le même niveau qu'Iman Ghazi, alors que ça faisait que 3 mois, tu vois. Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, vas-y, faut que j'avance, j'ai pas le choix. Je suis en train de bosser avec un youtubeur qui a des centaines de milliers d'abonnés. Je suis obligé de répondre aux attentes. C'est super. Hein. Mais justement, je pense que c'est hyper important des fois de, tu sais, un peu l'expression, c'est quoi exactement? Viser la lune pour être sûr de finir dans les étoiles, un truc comme ça. Et c'est vrai. Alors attention, parce que des fois, quand tu as un objectif qui est trop lunaire pour le coup, tu vois, qui est trop éloigné, ça peut décourager. Moi, je pense que c'est bien d'avoir des mini-objectifs, un peu comme des checkpoints entre, tu vois. Mais je sais pas, c'est comme quelqu'un, imagine, qui se lance là avec tout ce qu'on voit sur les réseaux et qui dit, allez hop, dans 1 an, le million, tu vois. En fait, tu vas voir qu'au début, la machine a du mal à prendre et ça va te décourager. Mais si tu fais des étapes, c'est bien. Mais néanmoins, un peu en contradiction avec ça, viser un peu l'excellence dans un domaine ou autre, ça fait que tu vas tellement t'imposer de rigueur
que même si tu n'arrives pas au niveau, après, quand tu dézoomes un peu et que tu fais le point, tu dis « Waouh, mais en fait, j'ai quand même un bête de niveau par rapport à la moyenne parce que je me suis inspiré du numéro 1 ou autre. » quoi. Donc, non, c'est très bien. Encore une fois, je parle un peu de ça, mais ça fait vraiment le parallèle, je trouve, avec mon école, puisqu'ils étaient hyper stricts. Tu sais, ils tenaient à leur 100% de réussite à l'examen, et si tu n'avais pas le niveau, ils te dégageaient, en fait. De manière à ce que les élèves qui sont présentés, eux, ils ont l'examen. Et eux, de super réputation derrière. Et du coup, ils te cassent un petit peu, quoi. Ils te donnent des projets, c'est fait exprès pour pas que tu puisses les terminer à temps. Tu sais, ils te mettent des deadlines, ils te disent la deadline c'est dans 2 semaines, et en fait, même en faisant 1 ou 2 nuits blanches, tu n'arriveras pas à le finir. Ce qui fait que quand tu rends ta copie, toi, tu as bossé comme un dingue, on dit déjà des feuilles sont manquantes, déjà tu as -5. Au lieu d'être sur 20, tu seras noté sur 15, toi. Et en fait, ça te casse complètement, mais c'est un peu sélection naturelle, tu vois. Et ceux qui résistent, ceux qui continuent malgré ça, au final, ils sont présentés à l'examen, ils ont l'examen, et puis après, ils se disent « Ah, mais en fait, ça va, j'ai un bon niveau comparé à d'autres. » quoi. Donc ça me fait un peu penser à ça, sans le parcours de l'école, mais au final, il a été un peu comme un prof pour toi, ou je sais pas trop comment dire, mais super, super. Donc ça t'a permis d'acquérir un très bon niveau, très rapidement, et pour la suite, après, donc tu as continué un petit peu à bosser avec d'autres personnes? Ouais, après j'ai bossé avec plein d'autres youtubeurs, plein d'autres gars entrepreneurs. D'accord. Et justement, c'était l'un de mes premiers clients qui m'avait dit que je devais créer ma formation. Et en fait, au moment où j'ai créé ma formation et que je vivais que de ça, je me suis dit, vas-y, j'arrête avec les clients. Alors, j'ai quand même continué à bosser avec des clients de temps en temps, mais ça reste maintenant assez marginal en termes de revenus, quoi. C'est vraiment la formation qui est mon activité principale. Et je kiffe ça. C'est un peu ton main project, t'essayes de l'améliorer, etc. Puis je pense, quand on aime bien faire les choses sérieusement, il y a toujours des petits trucs en fait à améliorer, parce que pour le coup, tu parlais du montage vidéo, que c'est hyper vaste, et le domaine de la formation, moi du coup, ça fait 1 an et demi que je propose un accompagnement, et c'est pareil. Je pense que tu as 2 manières de faire. Tu vois, tu as le mec qui pond une formation et qui dit, voici ma formation, achetez pas, faites ce que vous voulez, etc. C'est pas mis à jour, c'est là, ça vit un peu, et puis ça finit peut-être même par mourir. Et puis tu as la personne qui veut faire les choses bien, qui veut maintenir à jour son programme. Et en fait, là, c'est quand même beaucoup de temps, parce qu'en fait, tout bouge très vite. Les retours, tu essayes d'intégrer, de toujours proposer plus de choses. Donc, non, je vois totalement. Et c'est bien, c'est bien. Là, ta formation, si tu dois expliquer rapidement, parce qu'on parle de ta formation, on ne sait pas ce qu'il y a trop dedans. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comment ça se compose? Moi, je rejoins demain, j'ai accès à quoi? C'est quoi? Moi, c'est une formation pour devenir un alpha, du coup. Ah, ok, très bien. Non, ma formation, déjà, elle s'appelle Crack Editing. Ok. Et le but, c'est d'apprendre à devenir un crack. Donc, en gros, c'est être dans le top 1% des meilleurs monteurs vidéo et motion designers pour attirer les clients à toi. Parce que moi, ma devise, c'est que si tu es bon, les gens, ils viendront automatiquement à toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont te dire il faut que tu apprennes à prospecter, il faut que tu apprennes à négocier. C'est vrai, c'est une compétence qui est très utile aussi, mais personnellement, dans mon expérience et dans l'expérience de mes élèves qui ont suivi à la lettre, ils n'ont jamais dû négocier ou prospecter pour avoir des clients de haute qualité. Parce que c'est la réalité. Quand tu es vraiment bon, que tu postes ça sur Instagram, si ce que tu fais c'est beau, c'est bien, c'est ce que les gens veulent, et ils viendront à toi. C'est automatique. C'est intéressant ce que tu dis, Mina. Parce que je dirais, quand même au début, il faut amorcer un peu la machine. Mais il suffit que tu aies un client satisfait, il parle de toi, qui c'est qui a fait ton montage, c'est tel monteur, et après la machine est un peu lancée. Et puis mine de rien, en tant que monteur, j'ai jamais été monteur pour d'autres, mais j'imagine que tu es limité aussi par ton temps, tes journées elles font que 24 heures, donc à un moment donné tu peux pas monter pour tout le monde, donc tu vas choisir peut-être les personnes les plus sérieuses, qui vont travailler le plus long terme avec toi, et aussi peut-être qui payent le mieux aussi, quoi. Donc c'est vrai qu'un bon monteur, on va dire, je sais pas, c'est comme un bon docteur, tu vois, un chirurgien ou n'importe, quand son calendrier il est full, il est full, quoi. Donc après, les gens savent que tu es bon, veulent bosser avec toi, mais il n'y a pas de place, ça crée un peu de la frustration, et puis on est dans cette offre et demande, et du coup, tu n'es pas capable d'apporter assez d'offres. Et donc, du coup, dans ce cas-là, tu as 2 options. Soit tu crées une agence de montage où tu délègues les prestations. Tu fais des clones de toi, en quelque sorte. Tu essaies de te cloner. Si tu y arrives, c'est vraiment bien. Mais c'est dur de déléguer. Ou alors, la deuxième option, c'est comme moi, tu crées ta formation, et en fait, toutes les personnes qui veulent bosser avec toi, tu les renvoies vers tes élèves. J'avoue, pas et mal. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Je reçois 2-3 demandes par semaine, et je les transmets tous vers la formation. Ok, c'est vrai que c'est une bonne strat, parce que oui, l'agence, mais encore mieux, tu formes des gens qui sont par la suite indépendants, et toi en plus, tu as un carnet comme Après, ça. le Graal, ce serait que la formation devienne en même temps une agence, c'est-à-dire que toutes les personnes que tu transmets, tu prends un pourcentage sur eux, sauf que là, c'est compliqué, parce que c'est double responsabilité. Tu dois faire en sorte que
déjà, tu donnes des clients aux bons monteurs et en Bien plus, sûr. tu dois prendre un pourcentage sur les monteurs. Et du coup, il faut faire un contrat avec eux, il faut Ouais, être c'est vrai d'accord. que c'est C'est plus compliqué, parce que si tu as le gars qui est en stand-by, tu n'as pas assez de clients à lui envoyer ou autre, c'est différent. Non, mais c'est un très bon modèle. Franchement, très très bon moyen de scaler. Et encore une fois, moi, ce qui m'impressionne, c'est entre guillemets ton jeune âge, mais franchement, tout juste la vingtaine, déjà tout ça, déjà expatrié, t'as ta carte, t'as tout là. Putain, c'est vraiment super. T'as un bon starter pack pour aller bien loin, quoi. Ok, et du coup, dans tes monteurs, donc, qu'est-ce qu'ils font comme type de montage? Est-ce que ça s'adresse à du YouTube? Elle finit sous les vidéos qui montent, par exemple? Alors, franchement, j'ai tellement de profils différents. J'ai des gars qui font des Le documentaires. melon, comme Ah, ça. mais vraiment. Oh là 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 là. Ah non, mais c'est bien, c'est Non, bien. mais c'est vrai, en fait, j'ai des mecs. T'as des mecs qui montent par exemple pour eux-mêmes parce qu'au final t'acquiers des compétences. Tu sais, ça me fait un peu penser aux développeurs. Moi, j'avais fait pendant quelques années des applications sur Android. J'ai vraiment identifié qu'il y avait un vide dans le marché. Et du coup, je l'avais fait surtout de 2017 à 2019. Tu vois, beaucoup d'applications en parallèle de YouTube. Et franchement, ça marchait très bien. Donc pour moi, les développeurs, tu vois, je sais un peu coder, mais pas à un certain niveau. Tu vois. Et du coup, j'avais besoin de personnes externes qui avaient elles ces compétences. Et ce que je remarquais, c'est que ces gens-là, qui avaient les capacités de développer des applications, mais n'en développaient pas pour eux-mêmes, en fait. Ils faisaient ça pour des tierces personnes. Et je trouvais ça hyper dommage. Donc là, tout ça pour recentrer. Et ma question, c'est les personnes que tu formes, qui ont des compétences pour monter des vidéos, est-ce qu'ils exploitent ça aussi pour eux, leur projet? Et je sais pas, moi, forcément, ça me fait penser à lancer des chaînes YouTube ou autre. Ou est-ce que non, ils sont simplement prestataires et ils sont payés donc pour travailler pour les projets des autres? C'est ça la question. Ok, en fait, j'ai une grande partie qui est prestataire, qui fait des vidéos pour des clients, et j'ai une petite partie qui fait des vidéos pour leur propre chaîne. Tu peux faire les deux aussi, tu vois. Ouais, des fois, c'est les deux, et de toute manière, dans la formation, en fait, il y a un truc que j'explique à tout le monde, c'est que si tu es monteur vidéo et que tu veux attirer des clients, faut que tu crées du contenu. Donc, tu dois faire des vidéos sur Instagram, YouTube, pour te etc. vendre un peu comme ton book au début. C'est ça. Ok, très bien. Et après, ça, tu le fais vivre une fois que tu as tes clients, ou peut-être tu montes un peu les prods que tu fais par-ci par-là? En fait, la stratégie, c'est que tu peux bosser avec des clients, tu fais des vidéos longues, donc de 10-15 minutes, et en fait, d'une vidéo de 10-15 minutes, tu peux en extraire au moins 10 vidéos, tu vois, 10 vidéos courtes, et tu les postes sur Instagram, tu fais des avant-après, et ça fonctionne super bien. Et justement, avec ça, moi, j'ai fait énormément de vues, et j'ai attiré beaucoup de clients. Et la même chose pour mes élèves, quoi. Mais du coup, il y a ce genre de profil. Il y a aussi beaucoup de cadreurs. J'ai pas mal de cadreurs qui font des vidéos, par exemple, avec vraiment des grosses caméras. Tout comme il y a des mecs avec des iPhones qui filment des entreprises. Et du coup, on leur apprend à faire du montage pur et dur, pas du motion design. D'accord, donc là, plus trop truc corporate un petit peu corporate, plus. Ouais. Avec des vraies entreprises physiques et pas des youtubeurs, quoi. Et puis aussi, on a d'autres profils. Par exemple, il y en a un, il avait fait un documentaire sur Netflix Égypte. D'accord. Donc il y avait lui, il y avait aussi Big Up à Annette qui elle a bossé avec Le Monde. Donc c'est plutôt intéressant. Bien. Très bien. Il y a plusieurs profils différents. Et donc ces gens-là, ils peuvent dire je viens de chez Marc Crack Editing. Moi je dirais jamais ça parce que je ne possède personne. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, j'ai été formé chez telle personne. Quoi. Moi, je dirais jamais à une personne, tu dois dire aux gens que tu as été formé chez moi. Il faut se le tatouer. Tac. Formé chez Crack Editing. By Marc. Ouais, by Marc. Je dirais jamais ça, mais de toute manière, je demande jamais, tu vois. Et les gens le disent par eux-mêmes. Oui, non, mais je comprends bien. Ok, intéressant. Tu vois, c'est un peu différent de moi, du coup, parce que moi, ce que j'apprends, c'est à devenir autonome. Du coup, dans l'accompagnement, pour ceux qui ne savent pas, c'est vis-à-vis de YouTube, mais je pense que vous le savez par rapport à la chaîne, etc. Mais en gros, de toute façon, on mettra tous nos réseaux, les tiens, les miens, dans la description. Et en fait, moi, j'apprends vraiment à devenir autonome et par la suite, on a besoin de monteurs parce que si on veut scaler dans mon business, à un moment donné, comme dans le tien, comme dans tout, de toute façon, on est plafonné par ces fameuses 24 heures la journée et on va pas pouvoir, même si on apprend à monter des vidéos et pas de manière aussi poussée que toi tu l'enseignes, parce que parfois sur YouTube, tu as des niches, des thématiques où c'est relativement simple de produire le contenu s'il y a de la valeur, il n'y a pas besoin qu'il y ait non plus énormément d'effets. De toute façon, c'est toujours un peu la balance, je dirais, c'est soit tu mets l'accent vraiment sur les informations que tu donnes, le fond, au final, soit la forme, soit le combo des deux qui est très bien aussi. Mais tout ça pour dire, moi, à un moment donné, les élèves se retrouvent plafonnés parce que miniature à faire, vidéo à produire, voix off, script, etc. Et je les invite du coup à déléguer tout ça. Alors, il y en a qui vont préférer déléguer les miniatures, il y en a qui délégueront plutôt le montage. Et c'est pour ça qu'on a besoin de personnes, mais comme les personnes que tu formes. Alors, comme j'ai dit, peut-être pas toujours à des niveaux aussi poussés, mais c'est très important pour moi de réussir à déléguer. Et d'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce que toi, aujourd'hui, dans la formation, tu as une
équipe, tu délègues, tu fais ça solo. Comment ça se passe? Parce que déléguer, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, et moi le premier, quand je me lance sérieusement sur YouTube, parce que moi je suis arrivé en 2014, donc ça fait plus de 10 ans en Andorre, et comme je l'ai dit, c'était l'année de mes 24 ans du coup, et c'est vrai qu'on est venu à 3. On est venu avec ma compagne, ma femme, et un camarade de classe qui a fait les mêmes études que moi, donc comme je disais, design graphique, et au final on était tous les 3, et on a mis très longtemps, on arrive en 2014, et c'est seulement en 2018, donc 4 ans plus tard, qu'on va se dire, ok, à 3, c'est plus gérable. Si on veut aller au niveau supérieur, il faut plus de monde. Tu vois. Donc j'ai mis quand même longtemps à commencer à déléguer et à gérer de l'humain, même si on était déjà 3, on se connaissait très bien. Tu vois. On était tout le temps ensemble en plus, donc c'était facile. Toi, tu délègues, tu travailles avec des gens à l'extérieur, comment ça se passe? C'est facile, c'est compliqué? Ouais, bah c'est compliqué c'est vrai, et c'est facile en même temps. Alors, merci pour cette réponse. Alors en fait, c'est compliqué au départ, mais ça peut devenir facile si tu as une personne qui peut gérer les humains, tu vois. D'accord. Et typiquement là, j'ai un sales manager, donc big up à Paul. J'ai un closer et j'ai plus de setter. Bon, j'avais un setter, mais j'ai plus de setter. Mais à la base, c'était ça. L'équipe, c'était sales manager, 2 closers et un setter. Mais là, on est en train de tout revoir. Toi, tu faisais closing, setting, toi, pas du tout? Bah alors moi, je le faisais au tout début. Je l'ai fait pendant un an. Donc, depuis le début du lancement jusqu'à décembre 2024, je faisais tout moi-même. Et ensuite, j'ai pris avec moi un sales manager. Lui, il s'occupe vraiment de la team, du recrutement. Il s'occupe aussi de l'email, du copywriting. En fait, il fait tout. C'est bien, c'est bien. Il en faut un gars comme ça, un peu multicasquette, qui gère plein de choses. Parce que voilà, toi, tu fais une formation sur le montage vidéo. Ta valeur, elle n'est pas dans passer des appels de sélection, checker les profils des mecs qui rejoignent, etc. Et moi, c'est la même chose maintenant. Dis-toi, dans YouTube Business, sur l'aspect formation, on est une équipe, on est plus de 10. On est plus de 10, 4 closers, une setteuse, un sales manager, Alex du coup qui m'aide aussi sur beaucoup de choses, c'est un peu le gars multicasquette comme on disait, puis après d'autres personnes qui m'aident aussi sur le support et d'autres choses. Donc non, franchement, il faut une équipe. Parce qu'à un moment donné, toi, tu es là pour transmettre de la valeur, tu n'es pas là pour gérer des bugs sur système.io. Ouais, c'est ça. Donc, franchement, top. Ok. Et après, le closing, je pense que ce serait bien que je le fasse quand même. Ah ouais? Parce que vu que je suis la tête d'affiche, bah, moi, j'ai remarqué que pendant les 1 an, le closing, c'était super facile. D'accord. Juste pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le closing, c'est juste l'art de vendre par téléphone à des personnes qui sont intéressées par votre produit. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, là, par exemple, vous êtes intéressé par l'accompagnement de marque ou le mien, vous allez réserver un appel et vous serez avec un closer, on peut appeler ça... J'aime pas le terme vendeur parce que moi en tout cas je le tourne plus en mode c'est quelqu'un qui est là pour te renseigner au maximum sur ce qu'on propose. Après ça t'intéresse pas. Lui son job c'est déjà de bien maîtriser le produit qu'on propose et c'est pour ça que moi il y en a même c'est des élèves, j'ai des closers, ils sont à la fois dans l'accompagnement et derrière ils peuvent te parler de quelque chose qu'ils font et après voilà on voit si ça match ou pas. Mais en effet toi, tu penses que c'est bien de le faire. Alors forcément, si on pouvait, ce serait mieux de tout faire. Mais je me dis aujourd'hui, entre répéter en boucle de quoi se compose mon accompagnement ou justement faire le support, parce que moi, c'est vrai que c'est un truc que je fais. Toi, je sais pas comment tu gères un petit peu. Tu as un Discord, c'est ça, pour les gens Discord. qui ont des questions Okay. Parce que moi, c'est vraiment one-to-one. Les gens qui ont des questions, je réponds sous quelques heures, sauf quand je suis en train de tourner un podcast comme ça. Mais sinon, j'essaie d'être très réactif 7-7. Et au final, c'est là quelle est la valeur pour moi, tu vois. C'est pas juste dans t'expliquer en boucle de quoi se compose. Mais je comprends que forcément, les gens, ils voient Marc, ils réservent un appel avec l'équipe de Marc. Bah, s'ils ont Marc au bout du fil, ils sont super contents, quoi. Tu vois. Bah, c'est sûr. Ok. Bah, il faut encore une fois te cloner là aussi. Je vais essayer de me cloner. Non, bah, très bien. Bon, en tout cas, ça avance bien tout ça. Comment t'envisages un peu la suite? Même, on n'a pas énormément parlé d'Andorre, mais l'Andorre, qu'est-ce que t'en penses? Alors, mis à part, tu débarques 2 heures plus tard, t'es dans une supercar, mais qu'est-ce que t'as pensé un peu de l'Andorre au début? Maintenant, la suite, tu la vois comment? Intéressant? Bah, déjà, moi, c'était mon rêve de vivre à côté des montagnes. Donc, je pense que là, je l'ai à peu près réussi, ce rêve-là. Là, t'es en plein dedans. Je suis plutôt content. Moi, je vais donner les 3 raisons typiques de pourquoi je suis venu en Andorre. La première raison, c'est les impôts. T'as 10% de taxes, t'es bien. Deuxième raison, c'est l'environnement. T'es dans un putain d'endroit avec des montagnes. En fait, t'es littéralement entouré de montagnes. C'est comme une forteresse, mais avec des montagnes. Tu vois, j'adore. L'air, il est pur. Nous, on habite à un endroit où vraiment t'as la rivière. C'est magnifique là où vous êtes. C'est magnifique. Et bah, c'est très important, l'environnement, parce que c'est là où tu grandis, c'est là où tu te sens bien. Et troisièmement, bah, c'est les contacts. Tu vois, nous, en une seule journée, avec Axel,
On a rencontré au moins 10 gars, tu vois, 10 C'est gars vrai différents. qu'on était nombreux, ouais. On avait tous sorti les voitures en plus, c'était en été. Mais tout va très vite en Andorre, et ça, d'un côté, c'est un vrai boost, parce que forcément, tu es dans une ville, même une grande ville en France, pour rencontrer quelqu'un, et attention, ce que je dis, c'est pas méchant, tu vois, mais quelqu'un qui est intéressant, qui a un parcours intéressant, qui a de la valeur à t'apporter, parce que tout le monde a un parcours, mais de la valeur, peut-être pas, tu vois. Donc, que ce soit dans l'immobilier ou je ne sais quoi, en Andorre, comme on l'a dit, tu vas une soirée à la petite forêt ou je ne sais pas où, mais tu sais, vraiment un bar, un endroit un peu huppé, tu rencontres du monde. Une fois de plus, si le gars il est résident, c'est qu'il a une bonne raison d'être là, tu vois. Et forcément, il a un parcours, une expérience. Forcément, il fait sûrement des choses. Et à tout moment, c'est intéressant et tu apprends des choses, tu échanges. Donc, non, c'est clair. C'est un peu comme si tu étais dans une espèce de masterclass, mais à l'échelle d'une ville, en fait. Tout le monde est là pour faire un peu du réseau, pas que, mais ça se fait naturellement. Et puis, tu vois, au final, je te propose de tourner un podcast alors qu'on se voit de temps en temps. Des fois, j'ai un problème, j'ai besoin d'une caméra, tu me prêtes la tienne ou autre. Et c'est ça qui est vraiment cool. Alors que je sais pas si demain, tu débarques à Toulouse, un mec que tu as vu 2 fois, il te dit « Ah, je peux me prêter la caméra, je te la ramène demain. » Non. Non. Non, frérot. Non, mais voilà, et ça, pour le coup, c'est vraiment c'est le côté chouette. village. C'est le côté village, ça. Tout le monde se connaît. Même dans la distance, on n'est pas loin. Tu vois, on est tous à 20 minutes les uns des autres. Et encore, vous êtes un peu excentrés, tu vois. Mais c'est un peu l'exception. Le reste, on est quand même plus concentré vers Andorre-la-Vieille. Et la suite, tu la vois comment? Donc, vu que tu es dans l'endroit qui regroupe plusieurs points que t'aimes, tu te vois rester ici des années, peut-être une vie de famille par la suite. T'as que 20 ans, je sais, mais bon, on se projette un peu, on fait des plans sur la comète. Déjà, la famille, c'est important. J'aimerais bien avoir des enfants, ça c'est sûr. Et je pense que l'Andorre, c'est un endroit merveilleux pour éduquer tes enfants. Franchement, moi, je suis en plein dedans. T'as une fille, donc... Franchement, c'est super. En fait... Tout ça, tu t'y habitues, tu vois, et le confort, c'est vrai que l'humain s'habitue à tout, en fait. Et donc, aujourd'hui, on s'en rend plus compte, mais rien qu'à avoir sa petite fille qui est là, qui joue au parc, toi, tu parles avec un ami, t'es pas obligé d'avoir le regard fixé sur elle, à l'école, la crèche, tout est cool, en fait. C'est imaginer, peut-être en France, parce que bon, on connaît très bien la France aussi, mais imaginez une France où il n'y a pas tous ces faits divers, où il n'y a pas tous ces problèmes. La barrière de la langue, je sais pas si tu la ressens, toi, ici. Pas du tout. C'est hyper... la moitié des gens parlent français, donc franchement, aucun problème avec ça. Et tu peux vraiment agir librement, tu te feras jamais embêter, tu vois. Même les gens se faire agresser, racketter, ou je ne sais, enfin c'est des trucs, les gens n'existent pas. Pour eux ici, ça existe que dans les films. C'est une légende ici. C'est une légende, c'est dans les films, ça. C'est comme les super-héros, ça n'existe pas, tu vois. Et en vrai, moi, tu vois, j'avais grandi dans la banlieue parisienne, dans le 92, mon lycée était dans le 93. Putain, des anecdotes, il y en avait très très souvent. Et encore, c'était il y a 15 ans maintenant. Aujourd'hui, ça doit être vraiment un enfer. J'y remonte de temps en temps voir un peu la famille vite fait. Mais ouais, ça donne pas envie d'y retourner pour le coup. Et ça, c'est qu'un avantage parmi tant d'autres. Tu as acheté une voiture récemment, là. Pareil, les voitures, il y a moins de taxes. Le permis, tu l'as fait changer ton permis? Non, je l'ai fait ici, le permis. Ah, tu l'as fait carrément ici? Ouais. Bon, du coup, permis andorran. J'ai fait le code et le permis, du coup. Voilà, un permis 100 points. Les assurances sont moins chères. T'as pas les malus, éco-taxes, machin truc. Enfin, franchement, beaucoup d'avantages, ouais. Non, tu peux rouler à 200 en France. Non, ça bip, on bip pas. Non, mais ouais, franchement, moi, je réfléchis. Et les inconvénients, je dirais, c'est ce qui est à la fois la force, peut-être, c'est que c'est un peu petit. T'as entre guillemets un peu vite fait le tour. Mais oublie pas, t'es à 2h30 de Toulouse. Donc tu prends ta voiture, là tu décolles à 18h, à 20h30, tu peux être au cinéma à Toulouse, quoi, tu vois. Et ça, on se le fait de temps en temps et c'est super appréciable. Et si t'as ta famille en France, t'es pas à l'autre bout du monde, tu vois. Et rien que pour tous ces points-là, moi, franchement, je valide fort l'Andorre. Et c'est marrant de voir tous ces jeunes un peu qui viennent et qui s'expatrient. Il y a de plus en plus de jeunes, là. Ouais, là, il y a vraiment, je pense que Valek a un peu participé à ça. Il y a vraiment toute une vague de personnes intéressées par le montage, etc., le contenu en ligne. Et c'est cool d'un côté parce que quand tu regardes sur le web, je trouve que t'as pas tant de personnes que ça qui communiquent sur l'Andorre. Tu sais, Dubaï, tu vas trouver plein de gars qui sont à Dubaï. Ouais, parce qu'après, ça attire un peu de tout et n'importe quoi. En réalité, moi, je préfère que les gens aillent à Dubaï. Comme ça, ils nous laissent la part du gâteau qui est l'Andorre. Parce que, l'Andorre, en fait, de toute manière, ce sera limité, je crois, à 100 000 habitants. Ah oui, c'est déjà dans les tuyaux. Plus de personnes, quoi. Bien sûr, la capacité est petite. Donc déjà, ils essayent de mettre en place des choses. Puis il faut pas oublier que il y a la France, tout ça, mais il y a aussi l'Espagne. Tu vois, tu as des très très gros influenceurs espagnols qui sont ici et forcément eux communiquent aussi là-dessus. Mais bon, tu vois, comparé à Dubaï où c'est vraiment l'international au max, quoi. Andorre, ça reste quand même beaucoup. France, Espagne, Portugal, t'as quelques Russes, machin, t'as un peu de tout en vérité, mais à très très petite échelle. Et non, franchement, c'est top.
Parfait. Surtout que l'Andorre, ouais, c'est à côté, alors que Dubaï, c'est super loin, tu peux pas amener ta famille, tu peux pas les voir, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Mais surtout, moi, je suis jamais allé à Dubaï, mais je vais dire les préjugés que j'ai sur Dubaï et sur ce que j'ai entendu, sur les dires, sur ce qu'on dit dans les journaux. Dans les journaux, attention. Dans les journaux que tu lis avec ton petit café dans un tabac. Voilà. Sur Dubaï. En fait, il a 45 ans, Marc. Il fait jeune, mais... Mais pour moi, j'ai l'impression qu'ici, déjà, les relations sociales, c'est déjà le truc le plus important, je pense, dans la vie. Mais surtout, ici, les relations sociales sont beaucoup plus saines, sont pas forcément basées que sur l'argent. Il y a forcément un principe de réciprocité, c'est normal. Tout le monde doit avoir... un équivalent en termes d'effort, de ce que tu vas donner à l'autre, c'est normal. Mais à Dubaï, je trouve que, enfin, de ce que je vois et de ce que j'imagine et des profils que je vois là-bas, c'est que tout est basé sur l'argent, tout est faux, tout est fake, tout le monde porte un masque et... Bah ça, c'est un peu le Dubaï style, du coup. Et moi, dis-toi, là, j'ai jamais été à Dubaï non plus. Je devais y aller en 2019 et puis Covid, donc c'est pas grave, c'est que partie remise. J'irai peut-être un jour, mais tu sais, moi, je vais vraiment y aller en mode touriste, tu vois, pour voir un petit peu comme si j'allais à New York, quoi, découvrir. Et ouais, je pensais aux températures, faut surtout pas y aller au mauvais moment. Mais là, typiquement, j'ai vu des personnes qui sont de passage en Andorre qui, elles, résident à Dubaï, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas du tout nos codes. Enfin, regarde, nous, on est quand même assez simple, on va dire. Là, c'était vraiment la doudoune jaune, tu vois, qui pète, les dents refaites à gogo, le Dubaï style, quoi. C'est vraiment... caricature. Voilà, tu vois l'influenceur que t'imagines, machin, bah, c'est exactement ça. Et c'est vrai que du coup, cette personne détonne quand elle se retrouve dans l'écosystème Andorre, parce que c'est pas du tout ça ici. Même si t'as des personnes qui pèsent, machin, t'auras des fois une voiture sympa, une montre, un machin, mais t'as pas le combo où il y a tout de rassemblé. Tu sais, là, il y a toutes les cases de cocher. Et je me dis, c'est l'inverse. Nous, tu nous emmènes là-bas, bah, même si on fait des choses, etc., tu vois, qu'on pèse peut-être plus que certains gars, même qui seraient peut-être à Dubaï, ben en fait, ça va être nous qui, on n'est pas du tout raccord avec eux, tu vois. Pour moi, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Et c'est un peu ça, la course à celui qui a le covering le plus pétant, le machin, combien tu as de supercars, tout ça. Andorre, il n'y a pas ce côté, et encore, je trouve que ça évolue. Moi qui suis là depuis 10 ans, bah, tu sais, tu as les tours, mine de rien, les tours dans l'hypercentre d'Andorre, elles n'étaient pas là avant, tu vois. Tout ça, ça change. Les voitures, mine de rien, dès qu'il fait un peu soleil, t'en vois de plus en plus, des voitures sympas aussi. Mais il y a quand même un énorme décalage avec Dubaï. Et encore une fois, on parle un peu de préjugés parce qu'on n'y a pas été. Mais c'est vrai que tout ce qui est aussi, je pense... le fameux fake it until you make it, tu sais, fais semblant tant que t'as pas réussi. Je pense qu'on est beaucoup préservé de ça en Andorre. Parce que, bah, comme tu dis, il y a ce côté village. Et, il n'y a pas de semblant ici. Voilà, tout se sait très vite en vérité. Alors que là-bas, je pense, tu peux clairement partir à Dubaï avec ton RSA et t'inventer une vie. Et puis tu vas forcément rencontrer du monde, tu vois. Et vu que c'est une grosse ville, bah, tu sais, les gens sont anonymes dans les grosses villes. Donc tu croises quelqu'un à une soirée, tu vas pas forcément le recroiser le lendemain. Alors qu'ici, honnêtement, même toi qui es là que depuis 1 an et quelques, bah, tu fais des tours toute la journée en ville, tu vas forcément croiser des gens parce qu'on n'est pas nombreux, tu vois. Même en termes de français, tu sais combien on est, toi, ici ? Alors là, pas du tout. Il ne faudrait pas que je dise de bêtises. Bah, on vous l'écrira en dessous parce que je ne veux pas dire d'ânerie, mais franchement, c'est pas beaucoup. Et même quand tu te dis, on est quoi, 80 000 à peu près en tout, si on mélange tout le monde, c'est l'équivalent d'une petite ville française, hein, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, clairement, faut pas faire n'importe quoi, comme tu dis. Tout se sait. Et c'est aussi ce qui sert un peu de garde-fou. Tu vois, demain, s'il y a un mec qui vrille complet, qui commence, je sais pas moi, à percer les pneus des gens dans la rue. Non, mais c'est le truc classique en France, tu vois, rayer des caisses. C'est quoi, la ça. base. Moi, je m'étais fait rayer les 2 voitures à Limoges une fois, tu vois. Bon, c'était pas des voitures dingues, mais c'était nos anciennes voitures. Bah, j'avais été déposé plainte. Et tu vois, le flic ne voulait même pas prendre la plainte, quoi. Il disait, mais il te le disait, mais on va rien faire du tout. Hein. Il disait, si tu veux, on prend la plainte. Pour les statistiques, si tu veux. Je dis, bon, là, c'est bon. Tu vois. Alors qu'ici, dès qu'il se passe le moins de petits trucs, il y a la police qui est présente au rond-point, ils font les sorties d'école, ils font la circulation, et c'est chouette. Et c'est pas le côté police qui te surveille, qui t'oppresse, etc. Ouais. C'est le côté, on sait que tout va bien. Tu te sens en sécurité. En sécurité. Voilà. C'est surtout à Cagno que je me sens super en sécurité. Tu sais, tu vois les enfants qui marchent, ils sont tranquilles, ils sont en groupe. T'as les policiers, ils sont là, ils surveillent. Vraiment... En tant qu'enfant, je m'imagine naître ici, tu te sens vraiment en sécurité. Alors, je me dis que c'est bien. Par contre, il faut des fois être confronté au vrai monde aussi. Oui. Parce qu'Andorre est une bulle. Et je me dis, le gars qui a que grandi ici, qui part faire son BTS à Toulouse,
Il va, il arrive la fleur au fusil, vraiment, littéralement. Quoi. Le mec, toute sa vie, il est en mode. Comment ça s'appelle? T'as le PVP et t'as le. Ah oui, c'est ça. Ah bah là, il est en joueur contre joueur, du coup. Ouais, là, tu rentres en PVP dès que t'arrives en France, quoi. Ouais, c'est ça. Il a fini le training, là. Donc, ouais, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça, nous, on en est à se questionner dans quelle école on mettra notre fille, etc. Parce qu'on n'a que 3 ans. Mais en vrai de vrai, j'ai pas envie de la mettre dans le privé du privé du privé. Parce que je me dis, elle va être tellement dans un cocon que quand elle va arriver dans un truc un peu moins protégé, ça va comprendre que non, il faut faire gaffe à certaines choses, etc. Quoi. Mais moi, j'avais eu déjà des anecdotes des petits endorants qui vont en France, qui n'ont pas l'habitude, et puis il leur arrive des trucs, tu vois, tu te fais voler ton ordi, ton téléphone, machin. Traumatisé par la France. Mais ouais, non, mais... c'est la vérité. Mais ouais, c'est la vérité, malheureusement, hein, parce que moi, franchement, j'aimais beaucoup, hein, mais bon. C'est comme ça. Donc la suite, toi tu dois rester ici, tu dois faire grossir ton business, formation, c'est quoi les objectifs 2026 là? La question, ma mère me l'a posée hier. Ah ouais? Du coup, ressors-moi la même réponse que ta mère. Je lui ai dit, je sais pas, maman. Je sais pas, Hervé. Je vais continuer à faire le business de formation. Yes. Là, récemment, j'ai fait un gros projet qui consistait à réunir des gros youtubeurs. Ouais, super intéressant, parle-en. En gros, j'ai réalisé une vidéo. J'ai réuni 8 gros youtubeurs pour faire un événement qui consiste à faire un stage Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est qui? Toujours compliqué à expliquer qui est cet homme. En gros, il a fait 26 records du monde. Il a monté le mont Everest en short. Il est resté 1h53 dans un bain glacé. Et lui, il a créé une méthode qui consiste à faire de la respiration, des douches froides et tout ce qui est méditation. D'accord. Et en gros, on a passé une journée avec Wim Hof et avec ces 8 youtubeurs que j'ai réunis. Et en fait, on en a fait une vidéo qui va sortir, je pense, dans 1 mois, 2 mois, là, à l'heure actuelle. Et voilà, c'était un des gros projets de toute ma vie. Donc ça, c'est vraiment toi qui es à l'initiative de ce projet, quoi. T'as contacté les gens, t'as organisé... Ouais. Ok, d'accord. Ça fait 2 ans que je suis dessus, quoi. Même quand j'étais au trampoline park, j'étais déjà en train de discuter avec la femme de Black M. Ouais, ça te dit de faire un événement Wim Hof, jour de mes 18 ans avec mon petit t-shirt staff, tu vois. Un truc aussi que j'ai remarqué chez toi, tu vois, et c'est bien, je trouve, alors je sais pas comment le dire, bon, je vais dire ce mot-là parce que j'ai que celui-là dans la bouche, mais tu vas un peu des fois au culot, tu vois, et je trouve que c'est bien, parce que ça, c'est un truc que je pense les anciennes générations avaient moins, tu sais, d'oser les choses, tu sais, genre tu dis, tu sais quoi, je tente, si ça passe pas, et au moins j'aurais essayé. Et je me dis combien de personnes peut-être n'ont pas eu des fois le culot ou l'audace peut-être, tu vois, de tenter des choses, et c'est bien dommage. Donc non, franchement, c'est super que toi tu oses les choses, que tu y ailles et que t'aies pas ce frein, quoi. Et en plus, ça reste quand même bien fait. Tu vois, c'est-à-dire, t'es pas le lourdin qui va dire tu veux pas qu'on fasse ça et tout, c'est le forceur, quoi. Donc ça va, t'arrives à bien jauger tout ça, et franchement, la preuve, ça marche, tu fais des belles choses, quoi. Non, en tout cas, je pense qu'on va pas faire plus long pour cet épisode, peut-être qu'on en refera un, on verra. N'hésitez pas dans les commentaires, je vous dis, si vous avez des questions pour Marc, des questions pour moi, ou même que vous êtes curieux, que vous voulez en savoir plus sur ce qu'on propose, les accompagnements, etc. Tout est donc dans la description, et vous pouvez laisser, comme je l'ai dit, un commentaire. Marc, est-ce que tu as un mot de la fin pour les jeunes, du coup, ta génération qui nous regarde et qui se disent oui, mais c'est pas possible à mon âge, je peux pas faire comme Marc. Qu'est-ce que tu leur dis? J'ai envie de vous dire, Alexandre le Grand avait été, je crois, empereur à seulement 14 ans, 15 ans. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de créer la vie que vous voulez? On a tous les moyens. Si vous avez 2 bras, 2 jambes, un cerveau, vous utilisez vos avantages, vous devez comprendre qui vous êtes, quels sont vos avantages, quels sont vos défauts, et jouer sur ça pour créer ce que vous voulez, travailler dans ce que vous voulez, et voilà. Bon, je suis pas le meilleur pour créer des discours comme ça, mais je sais pas. Non, mais tu sais que, mine de rien, c'était très bien, parce que autant devenir un grand footballeur, il faut des capacités physiques, tu vois, c'est-à-dire il faut vraiment des capacités physiques pour certaines choses qu'on ne peut pas faire, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, toi, moi, on est dans des business, du coup, qui sont sur l'informatique, et là, au final, comme tu l'as dit, 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne bien, etc., on peut faire. Il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas, de faire minimum telle taille, tu vois, tout est accessible. En plus, tu l'as dit, les tutos sur YouTube, maintenant, il y a les formations. Bref. Moi, je vous le dis, moi, je ne suis vraiment pas intelligent. À l'école, j'avais des
très très mauvaise note. J'étais quand même un bon élève, mais j'avais des mauvaises notes parce que j'avais beaucoup de difficultés. Mais en fait, ça m'a pas empêché de faire ce que je voulais, de lancer des business. Je veux dire, à 15 ans, moi, j'avais cette ambition, cette envie de quitter la rat race, entre guillemets, alors que j'avais 15 ans. Ouais, ça t'inspirait pas, même ça m'inspirait pas. Ça m'énervait, ça me saoulait. Quand j'ai fait 1 an à la Sorbonne, j'étais à la limite de la dépression, tellement ça me saoulait, en fait. Il y a tellement un décalage entre ce que moi j'ai de la vision que j'ai, mes valeurs, la mentalité, le côté je veux évoluer, tu vois, et d'un autre côté, t'as des gens qui font c'est figé. manifestations tous les jours devant une école. C'est bon, quoi. C'est quoi ça? C'est pas comme ça que tu vas créer le futur de la France, le futur de la nouvelle génération, quoi. Enfin, bref. Non, mais écoute, en tout cas, merci pour cet épisode. Puis c'est intéressant, tu vois, on apprend toujours du parcours des autres. Au moins maintenant, on sait quitter. Donc, sur ce, voilà, t'es qui? C'est comme ça qu'on a commencé. Et puis je conclue en disant on s'est quitté maintenant. C'était long pour nous répondre. J'avais dit une phrase, ça a duré 1 heure. Non, super. Merci pour cet épisode, Marc. Au plaisir de te revoir. Et puis, à tous, merci d'avoir visionné, d'être arrivé jusque-là. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.